L'arrivée des premiers hommes sur le continent américain reste un mystère. Sur ce continent, on ne devrait pas trouver une présence humaine antérieure à 15 000 ans. Et si l'homme avait atteint l'Amérique des milliers d'années avant ce que l'on pensait? De nouvelles recherches archéologiques rebattent les cartes. Oh mince, des ossements. Ce qu'on espère découvrir, c'est que les premiers habitants du continent avaient plus de 20 000 ans. Et ça change l'histoire. Du Yukon canadien aux tropiques du Brésil, on retrouve des traces d'humains et d'animaux qui remontent à l'ère glaciaire. J'ai quelque chose. Venez voir. Et là, dans un désert américain, des empreintes de pas. Regardez ce que Bonnie a trouvé. Les gens se déplaçaient d'est en ouest, du nord au sud, partout. Elles témoignent d'une route migratoire très ancienne, J'en ai le souffle coupé. Je suis sans voix. si ancienne qu'il faut réécrire l'histoire. Cela bouleverse tout ce qu'on croyait savoir sur le peuplement des Amériques. C'est époustouflant. Je marche là où il marchait. Sur les hauts plateaux du centre du Mexique, à 3000 mètres d'altitude, la chaleur grimpe à 48 degrés. L'air est sec et chargé de poussière. Il n'y a que des cactus et des montagnes à perte de vue. Ciprián Ardelean parcourt cette région hostile depuis plus de 10 ans. Il sait sa recherche controversée car elle pourrait réécrire l'histoire de l'humanité. Je pars sur les traces des premiers humains du continent américain. Quand je dis les premiers, je parle de l'ère glaciaire. Voilà ce que je cherche. La question de l'arrivée des premiers hommes en Amérique déchire les archéologues depuis un siècle. Quand sont-ils arrivés ici? C'est la plus grande question qu'on puisse se poser à l'échelle d'un continent. C'est le dernier saint graal de l'archéologie préhistorique. Pour comprendre les origines de l'homme, il est primordial de savoir comment les Amériques se sont peuplées, comment nous avons émergé, évolué et comment nous sommes allés partout. De l'Arctique au tropique jusqu'à l'Antarctique. Les migrations humaines à l'ère glaciaire définissent notre espèce telle qu'elle existe aujourd'hui. L'ère glaciaire débute il y a 2,6 millions d'années et prend fin il y a 12 000 ans. Mais la température n'est pas constante. Le niveau des glaces change plusieurs fois et remodèle le paysage. Ce qu'on cherche, c'est la trace des humains du dernier maximum glaciaire, quand la glaciation était à son plus haut niveau. Il y a 20 000 ans, l'ère glaciaire est à son maximum. C'est le dernier épisode glaciaire, le plus dur. C'est une période qui nous plonge au cœur de la préhistoire. Des dizaines de milliers d'années avant la chute de Rome, avant la première dynastie de Chine, avant les pyramides d'Égypte. Un âge de glace, de neige et de bêtes monstrueuses. La quête de Ciprián Ardelean pour trouver un peuple qui aurait survécu à ce monde de glace va à l'encontre de tout ce qu'enseignent les livres d'histoire. La thèse actuelle affirme que l'homme moderne a quitté l'Afrique il y a plus de 60 000 ans, avant de se répandre peu à peu sur la planète jusqu'au pont terrestre de Bering qui reliait alors l'Asie à l'Amérique. Mais l'accès nord à l'Amérique était bloqué par un mur de glace infranchissable. Toute possibilité pour les animaux et donc pour l'homme de migrer à travers le Canada aurait été réduite à néant. L'homme n'aurait pas pu effectuer ce voyage. Une énorme calotte glaciaire s'étendait du Yukon, au nord-ouest du Canada,
jusqu'à l'emplacement actuel de New York. De 3000 mètres d'épaisseur, elle était 2 fois plus haute que les plus hauts de nos gratte-ciel. Un glacier de 41 millions de kilomètres carrés. Pas de plantes, pas d'animaux. Le traverser était une mort assurée. Il existait malgré tout des couloirs de passage sans glace dès moins 15 000 ans, après le dernier maximum glaciaire, et à travers lesquels on suppose que les gens ont migré. En tout cas, c'est ce qu'avancent la plupart des archéologues. Mais Ciprian n'est pas de cet avis. Il pense que les humains ont réussi à franchir cette barrière de glace et à descendre jusqu'au Mexique, des milliers d'années avant la fonte des glaces. L'espèce humaine est présente partout dans le monde. Alors pourquoi pas ici pendant la période glaciaire? En principe, il ne devrait pas y avoir d'humains sur ce continent. Nous venons vérifier s'ils étaient là. Et s'ils l'étaient, comment ont-ils fait pour arriver jusqu'ici? La théorie de Ciprian est née d'une découverte inattendue. À l'origine, il ne cherchait pas de preuves de présence humaine. Il était venu chercher quelque chose de beaucoup moins controversé. Des traces de faune et de flore de l'âge glaciaire. C'était un bon site pour avoir plus d'informations sur le paléo-environnement. Comment était le climat, la végétation, tout type de preuves permettant de reconstituer le cadre de vie pendant l'ère glaciaire. Ciprian demande alors à des villageois s'il y a des grottes dans la région. Il lui indique l'une des plus hautes montagnes du centre du Mexique. Les locaux l'appelaient la grotte de Chiquihuite. Elle était perchée à près de 3000 mètres d'altitude. Il faut marcher 9 heures pour arriver au sommet. Une logistique compliquée. J'ai commencé les fouilles. Dans la grotte, il prélève des échantillons de sédiments et les envoie au laboratoire pour datation au carbone 14. Les couches les plus récentes, celles qui sont juste sous nos pieds, là où on marche, avaient 12 000 ans. Tout ce qu'on a trouvé date de l'ère glaciaire. C'est l'endroit idéal pour mieux comprendre l'environnement de cette période. Le site était parfait. Au cours des fouilles, il fait une découverte surprenante. Tout à coup, j'ai remarqué de petites pierres plates dont les bords avaient été travaillés. Pour fabriquer des outils en pierre, les peuples anciens commençaient par dégrossir la pierre en la frappant. Ils obtenaient ces morceaux plats qu'ils utilisaient comme des outils de coupe ou de grattage. Comment est-ce possible? En théorie, aucun humain n'était encore arrivé sur le continent. Jour après jour, couche après couche, mes étudiants ont trouvé ce type d'objet. Et je passais des heures et des heures toutes les nuits à essayer de trouver des signes récurrents. Une logique qui donne un sens à tout ça. Je ne m'attendais pas à trouver des restes humains. J'ai réalisé que cette grotte était en fait remplie d'outils. S'il y a des outils, c'est qu'il y a eu quelqu'un pour les fabriquer. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de leur âge. Pour dater ces fragments, Ciprian décide de faire analyser la matière sédimentaire où il se trouve. Couche après couche, des plus en surface aux plus profondes. Et les résultats sont stupéfiants. Quand j'ai reçu les premiers résultats, c'était... Les dates suggéraient 27 000 ans, à plus ou moins 2500 ans. Cette couche pouvait avoir jusqu'à 30 000 ans. Ça allait à l'encontre de tout ce que l'on tenait pour acquis. Nous sommes au centre du Mexique, pas sur la côte, pas juste à côté du détroit de Bering, mais à plusieurs milliers de kilomètres du moindre point d'accès possible au continent par voie terrestre ou maritime. Et malgré tout, pendant des milliers et des milliers d'années, des humains ont vécu ici. En 2020, la découverte de Ciprian fait les gros titres des journaux du monde entier.
Scientists have recovered more than 900 stone tools and other evidence suggesting early people may have arrived on the American continent more than 30,000 years ago. That's 15,000 years earlier than previously thought. Ciprian Ardelian is here on the show with us. Good morning, everybody. De tribus humaines aux alentours de un peu plus de 30 000 ans. This is a major find of human prehistory. Contribuind astfel la rescrierea preistoriei Americii Latine. Dar, în mod sigur, a început o nouă etapă, pentru că și publicul general. Tout le monde était sidéré. Si les preuves sont avérées, elles vont bouleverser tout ce que l'on pensait sur le peuplement des Amériques. La prestigieuse revue scientifique Nature publie les résultats de sa découverte. Les découvertes à Chiquihuité ont eu un impact retentissant à leur publication dans la revue Nature en 2020. Ciprian Ardelian a travaillé avec une équipe pluridisciplinaire en utilisant toute la palette des techniques d'aujourd'hui. C'était passionnant. Mais passé l'excitation, les spécialistes se penchent sur les preuves rapportées de Chiquihuité et les remettent en question. Ils ont qualifié ça d'erreur d'appréciation des données. Le problème était de savoir si ces objets avaient été réellement fabriqués par l'homme ou formés naturellement suite à la chute de roches qui se seraient heurtées les unes aux autres. Était-ce vraiment fabriqué par la main de l'homme? Pour quelqu'un observant de loin toutes ces preuves sans nécessairement travailler ni être du côté des archéologues, c'est compréhensible. Sauf que ces outils ne pouvaient pas être le fruit du hasard. Malgré cette découverte, la date officielle de l'arrivée de l'homme en Amérique ne bouge pas. Elle reste fixée à 15 000 ans. Convaincu qu'il tient quelque chose qui pourrait réécrire l'histoire, Ciprian se remet au travail, plus déterminé que jamais. J'ai dit, il doit bien y avoir une autre grotte. Élargissons nos recherches. Il espère trouver d'autres traces d'activité humaine, comme un foyer ou des ossements. On va jusqu'à la base de ce pic là-bas, le Carpintero, dans les montagnes de Zuloaga. Après plusieurs mois de marche et d'études des cartes, à peine arrivé au bord de ce gouffre, j'ai su que nous étions au bon endroit. À 100 km de la grotte de Chiquihuité se trouve le lieu-dit Cima de las Golondrinas, le gouffre des hirondelles. Là, un trou de 12 mètres de profondeur conduit à une vaste caverne. Pour un archéologue comme Ciprian, c'est la plus belle machine à remonter le temps. Le moindre grain de poussière, le moindre animal ou humain tombant dans ce gouffre, y reste à jamais prisonnier. C'est une sorte de capsule temporelle. Ciprian installe un échafaudage pour descendre dans le gouffre. Les fouilles vont durer 3 mois. Il forme une équipe et établit son campement sur les pentes d'une vallée bordée de cactus. Ici, on est loin de toute civilisation. Aucun réseau téléphonique, des vents forts, de fortes précipitations. C'est très difficile de s'établir ici. En plus du terrain hostile, la région est une plaque tournante du trafic de drogue. Un champ de bataille où s'affrontent les plus dangereux cartels du Mexique. Le taux d'homicide est l'un des plus élevés au monde. Chaque fois que Ciprian va s'approvisionner en ville, il risque sa vie. On va s'approvisionner en eau pour les membres de l'équipe. Ne filmez pas dans la rue. Non? Non, non, pas dans la rue. Et depuis la voiture? Non, non, pas la rue. D'accord. Attendez d'être dans la cour. Ok. Il y a des gens là-bas. Et qui sait ce qu'ils font en ce moment? Vous allez voir pas mal de ruines ici, comme ces maisons.
À partir de maintenant, on ne parle plus anglais à voix haute. Les cartels de la drogue, ils sont tout autour. Voilà pourquoi il faut une équipe aguerrie. Il vaut mieux se faire discret dans les montagnes plutôt qu'être visible près des villages. Mieux vaut avoir un camp isolé. Là, nous sommes à une 60aine de kilomètres de la ville. Et il n'y a pas de route pour arriver ici. Juste une simple piste. Une fois loin de la ville, il peut se consacrer au passé en toute sécurité. Nous roulons sur le bord d'un ancien lac de l'ère glaciaire. Les falaises de glace arrivaient à peu près là où se trouvent aujourd'hui Chicago et New York. Cela veut dire que nous sommes à environ 1800 km de l'endroit où commençait la barrière de glace proprement dite. Cette région était très différente de ce que vous voyez derrière moi. Il y a 20 000 ans, ces montagnes étaient vertes et luxuriantes. La glace n'atteignait pas cette région sud. Les plantes et les animaux pouvaient s'y épanouir. Mais y avait-il aussi des hommes avec eux? Une seule personne à la fois dans les escaliers. Sinon, 12 mètres de chute. Cette fois, Ciprian cherche plus que de la roche sédimentaire. Il espère trouver des indices qu'il pourrait directement dater. Il cherche des ossements. Un os entaillé a plus de valeur qu'un outil en pierre. Trouver une partie animale transformée par l'homme est un argument plus solide pour prouver la présence humaine. Lorsque des chasseurs dépècent un animal, ils laissent des marques caractéristiques sur les os. Pour dater un os, il suffit d'en prélever de minuscules échantillons et de les soumettre au carbone 14. Ciprian et son équipe prennent toutes les précautions. Il ne faut surtout pas contaminer les preuves. Nous avons des combinaisons parfaitement hermétiques. Pour éviter le moindre risque de contamination, on prend une quantité de mesure phénoménale. Cela permet d'améliorer la précision de nos données. Notre chantier ressemble à un laboratoire stérile. On espère trouver la trace des premiers humains présents sur le continent, c'est-à-dire avant 20 000 ans. Mais si l'on ne trouve rien qui démontre cette hypothèse, nous devrons l'accepter. L'équipe fouille minutieusement chaque couche de sédiments de la grotte. Chaque os, chaque pierre trouvée est répertoriée. Lorsqu'on fouille une grotte, on ne voit pas le temps passer. Les conditions de travail sont particulières. C'est un lieu calme, où l'on peut imaginer ce monde ancien qui se dévoile petit à petit. Quand vous mettez à nu une surface praticable au fond d'une grotte, dont vous découvrez que la topographie est restée intacte des millénaires durant, vous pouvez imaginer des hommes marchant dessus. C'est comme un voyage dans le temps. Vous marchez sur le même sol que vos ancêtres. Ciprian creuse au plus profond, atteignant enfin les sédiments de l'ère glaciaire dans une cavité inférieure. Là, il tombe sur une fine couche de charbon datée de 16 000 ans. Vous voyez ici, on a au moins 3 minuscules couches de charbon. Elles remontent à la toute fin du dernier maximum glaciaire. Toute l'histoire qu'on retrace ici est en rapport avec cette strate. Tout ce qui se trouve en dessous du charbon remonte donc à plus de 16 000 ans. À l'époque, la grotte était en partie remplie d'eau. C'était un abri contre les intempéries et un refuge idéal pour les hommes, à condition qu'il y en ait eu. C'est pas vrai.
Il y a un os enfoui dans la couche suivante. Une grosse côte. Ça pourrait être une côte venant d'un petit herbivore. Je vois un autre os. Je ne m'attendais pas à ce genre de surprise. On dirait bien une patte, l'os d'une patte. Le voilà. Il est entaillé. Os entaillé. Et en forme de V. Une chose tranchante est passée à travers. Il a été coupé. C'est une vieille entaille. C'est un os de cheville d'un mouflon d'Amérique. Il porte des marques étonnantes, comme celle d'une lame en pierre taillée. Il a dû être sectionné en 2 coups. Cela pourrait être le premier indice de la présence d'humains dans cette grotte à la toute fin du maximum glaciaire. Et si l'homme est bien venu ici en plein Mexique, c'est probablement parce qu'il a erré à travers le continent pendant tout le maximum glaciaire. Cette entaille d'1 millimètre change toute l'histoire. Si cette minuscule entaille est bien de la main de l'homme, cela veut dire que les hommes étaient déjà présents au Mexique il y a au moins 16 000 ans. Ce qui ne manque pas de soulever une question. Comment ont-ils pu traverser les grands glaciers du Nord plusieurs milliers d'années avant que la fonte des glaces ne crée un passage? Il est impossible de savoir comment avant de savoir quand. Il faut donc d'abord définir quand. La réponse à cette question pourrait se trouver à 5400 km de là, dans le Yukon canadien, à la pointe orientale du pont terrestre de Bering. Cette question hante aussi Lauriane Bourgeon, une archéologue française. Elle s'est intéressée à un site archéologique du Yukon canadien abandonné, presque oublié, les grottes de Bluefish. Quand j'ai fait mes études en France, on me disait que le peuplement de l'Amérique, c'était plutôt autour de 15 000 ans avant le présent. De ma maîtrise, j'ai entendu parler de Bluefish Caves, dans le nord du Yukon, qui ont des dates pour une présence humaine qui fait basculer la date du premier peuplement 10 000 ans plus tard. Des dates autour de 25 000 ans avant le présent. Alors ce site, c'était un site controversé. La période à laquelle des humains ont traversé le pont terrestre de Bering fait débat. Les quelques sites incontestés, découverts dans les années 80, ont révélé une présence humaine remontant à 14 000 ans. Pourtant, dès les années 70, un archéologue québécois, Jacques Cinq-Mars, avait fait une découverte suggérant une présence humaine plus ancienne. Il avait fouillé 3 abris à flanc de falaise, découvrant dans les grottes de Bluefish des outils en pierre et des milliers de fragments d'os d'animaux. Pour lui, ces os avaient été travaillés par l'homme. This is a mammoth leg bone, a long bone, which shows as elements of reduction by human beings. And the age is about 23,500 years ago. Malgré 30 ans passés sur ce site, ces découvertes n'ont jamais fait l'unanimité. Ses détracteurs critiquaient la validité de ces méthodes de datation. À court de financement, il est mort sans avoir pu achever son travail. Mais son histoire a intrigué Lauriane Bourgeon. Donc moi, ça m'a donné envie de réétudier ce site. J'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Je pensais que les humains, effectivement, étaient arrivés il y a 15 000 ans et que Jacques, peut-être que finalement, il avait tort. Lauriane Bourgeon se plonge alors dans les archives et passe au peigne fin 40 000 ossements collectés dans les grottes de Bluefish. Caribous, mammouths laineux, espèces éteintes de bisons et de chevaux. Parce que chaque petit ossement a une histoire à raconter. Elle cherche des traces d'intervention humaine. Au départ, je ne trouvais pas grand-chose, mais à un moment donné, j'ai commencé à trouver des traces de découpe. Et j'en ai trouvé plusieurs.
et j'en ai trouvé sur une mandibule de cheval. On distingue bien ici une série de coupures très fines, très profondes. Un carnivore ne laisserait pas de telles marques. Je n'avais jamais vu ça, bien droite, parallèle. C'est très clair, l'homme est intervenu sur cette mandibule de cheval. Lauriane Bourgeon envoie la mandibule de cheval au laboratoire de l'université d'Oxford, l'un des meilleurs au monde en matière de datation. Et la datation qui m'est revenue était autour de 24 000 ans. Et c'est là que j'ai complètement changé de bord. J'ai pris le camp de Jacques 5 Mars et je me suis dit, en fait, il avait raison et les humains sont probablement arrivés, en tout cas en Alaska et au Yukon, il y a 24 000 ans. Pour mieux comprendre les découvertes de Jacques 5 Mars, elle part à la recherche d'un témoin des fouilles des années 70. Bruce Charlie est un sage de la tribu Vuntut Gwitchin, ancien chef de la communauté d'Old Crow. Il est convaincu que ses ancêtres vivaient et chassaient sur le site de Bluefish. Notre peuple, les Vuntut Gwitchin, chasse et vit du troupeau de caribous depuis toujours. Nous savons que nous sommes là depuis très longtemps. Le peuple Vuntut Gwitchin chasse le caribou ici depuis des millénaires. Les minuscules entailles sur les os peuvent nous dire depuis quand exactement. Bruce Charlie a participé aux premières fouilles lorsqu'il était adolescent. Quand j'avais entre 15 et 19 ans, ce grand projet archéologique est arrivé à Old Crow. Mon premier travail consistait à guider l'équipe à travers la région sur la rivière. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir retourner aux grottes de Bluefish avec Lauriane. Les entailles sur la mandibule, exhumées des archives par Lauriane Bourgeon, entraînent le réexamen complet des grottes de Bluefish pour savoir à quand remontait réellement cette présence humaine. À quel moment est-ce qu'ils ont traversé cette barrière de glace qui recouvrait le continent nord-américain? Ça, c'est la grosse question. Ici Lorraine à Bluefish, reçu. Grâce aux toutes dernières technologies et aux connaissances de Bruce Charlie, Lauriane Bourgeon espère achever le travail initié par Jacques 5 Mars il y a 40 ans. Nous espérons donner raison à Jacques 5 Mars et trouver d'autres preuves. On espère aussi découvrir des ossements, des objets, des outils en pierre, des preuves d'une présence humaine. Rolf Mandel est le directeur du programme archéologique Odyssey Research, qui finance les fouilles. C'est l'occasion d'utiliser les nouvelles technologies sur un site encore complètement vierge, plutôt que les 3 grottes déjà fouillées. Ce site pourrait nous faire totalement changer de paradigme et bousculer tout ce que l'on sait du peuplement des Amériques. Alors, voilà la grotte numéro 4. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai envie de participer aux fouilles, de réfléchir à notre passé et quand tout cela a commencé. La zone de Bluefish était une anomalie climatique. L'essentiel du Canada était pris sous les glaces. Mais le nord du Yukon était une vaste plaine de pâturages et d'arbustes, avec un lac immense où les mastodontes venaient boire et paître. Les grottes offraient un perchoir idéal pour repérer et piéger le gibier. Malgré les moustiques et les ours, l'équipe fouille un petit abri rocheux connu sous le nom de Grotte 4.
un site qu'a décrit Jacques Cinq-Mars dans ses notes de terrain sans avoir eu l'occasion de l'explorer. J'espère que parmi tous ces dépôts, on trouvera quelque chose. C'était déjà comme ça la dernière fois? Oui, c'était pareil. En Wonton Gwich'in, le mot pour les grottes de Bluefish est Chi-che-un. Notre peuple nommait les choses en fonction de ce qu'il observait. Les rochers et toute cette eau qui affluait et tourbillonnait a creusé ces grottes et ces tanières. Dès le début des fouilles, l'équipe internationale se met dans les pas de Jacques Cinq-Mars et intègre les Wonton Gwich'in dans la recherche. Démarche rare dans les années 70. Jacques Cinq-Mars était un archéologue d'un style différent. Il avait très bien compris que les autochtones ont une excellente connaissance de leur région. Alors il a échangé avec eux. C'est du bon sens. On devrait le faire partout dans le monde. La question de savoir depuis combien de temps nous sommes ici n'avait jamais surgi. On ne se l'était jamais posée, car une fois de plus, on savait qu'on était ici depuis toujours. Notre peuple dit que nous vivons ici depuis toujours. Il a le droit de raconter son histoire à sa façon, que ce soit littéralement ou métaphoriquement. C'est ici que les cultures indigènes sont nées. C'est ici que leurs langues ont vu le jour. Ces gens sont ici depuis le début de leur existence, depuis des temps immémoriaux. J'ai croisé des connaissances sur l'environnement, sur l'archéologie et sur les peuples indigènes. Paulette Steeves, archéologue et professeur natif de la région, estime que le récit de l'arrivée de l'homme en Amérique est entaché d'une vision coloniale du monde. Ce que vous apprenez dans ce cours, c'est-à-dire que l'homme s'est implanté en Amérique depuis bien plus longtemps que ce qu'en disent les archéologues occidentaux, vous ne l'entendrez pas dans la plupart des cours. Je suis une métisse Cree. Je suis née à Whitehorse, dans le Yukon. À l'école, on ne m'a rien appris là-dessus. C'était comme si les peuples autochtones n'existaient pas. À l'université, on m'a enseigné que nous étions ici depuis peut-être 12 000 ans et que nous étions des Asiatiques venus d'Asie. Quand on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les Amériques, il faut se demander comment se fait-il que les archéologues soutiennent que nous ne sommes là que depuis 12 000 ans. Les peuples indigènes sont présentés comme des sauvages. Dans une vision linéaire où l'on passe du sauvage au civilisé, nous étions des sauvages. Le racisme fait partie intégrante de l'archéologie américaine depuis le premier jour. Jusqu'à présent, 4 grandes théories ont prévalu pour expliquer l'arrivée des peuples autochtones en Amérique. Quand les premiers explorateurs européens découvrent le Nouveau Monde et des merveilles comme les pyramides mayas et les murs de pierre inca, ils inventent immédiatement le récit de leurs origines. Les colons européens ont assumé que ce n'était pas l'œuvre des peuples indigènes, qu'on le devait aux tribus perdues d'Israël, qui se seraient vraiment perdues, et auraient construit aux Amériques des pyramides miraculeuses. Ou bien que c'étaient les extraterrestres. Il était impossible que ce soit les peuples autochtones. 250 ans plus tard, les archéologues reconnaissent que ce sont bien les peuples autochtones qui ont bâti ces merveilles. Mais pour en établir la chronologie, ils se basent sur la Bible. Des concepts inspirés de la Bible, comme l'idée que le monde aurait été créé en 4004 avant Jésus-Christ, ont empêché de concevoir une temporalité bien plus ancienne. À la fin du 19e siècle, la théorie de l'évolution de Darwin diffuse les idées de préhistoire, de mégafaune, d'ère glaciaire. Et puis en 1932, au Nouveau-Mexique, sur le site de Blackwater Draw, près de la ville de Clovis, une pointe de lance est retrouvée dans un squelette de mammouth, une espèce éteinte depuis 10 000 ans. On appelle ces chasseurs le peuple Clovis, et on pense qu'ils ont migré depuis l'Asie jusqu'en Amérique du Nord il y a environ 13 000 ans. Je dirais que l'invention du peuple Clovis a été joliment ficelée pour satisfaire les scientifiques européens. Il y avait une combinaison de beaux outils en pierre, de pointes striées et des preuves de chasse au gros gibier. Les archéologues s'accordent alors pour déclarer officiellement le peuple Clovis premier et unique peuple paléo-américain. En créant le peuple Clovis, les archéologues ont imaginé qu'un même groupe occupait tout le continent. Or, cela n'existe nulle part dans le monde. Il est rare que la diversité préhistorique des peuples autochtones figure dans les livres d'histoire. Le continent américain compte aujourd'hui des milliers de groupes culturels différents,
Et il y en avait probablement des milliers d'autres avant que les colons européens ne les déciment. Le fait de l'appeler peuple Clovis est très déshumanisant. C'est une façon d'effacer la diversité culturelle indigène, et ce, dès la préhistoire. Mais l'idée qu'un peuple Clovis peuplait le continent il y a 13 000 ans s'est enracinée. Le dogme officiel a refusé les preuves de plus en plus nombreuses qu'apportait l'existence de sites bien plus anciens à travers l'Amérique, du Yukon jusqu'au Brésil. Mais voilà qu'en 1977, une découverte majeure dans une ferme du sud du Chili change la donne. Je n'ai cherché ni à réfuter ni à approuver Clovis. Au milieu des années 70, je travaillais au Chili. À cette époque, un étudiant m'a dit qu'on avait trouvé une énorme dent de vache sur la propriété de son oncle. J'ai dit, ce n'est pas une dent de vache, mais de mastodonte. Et j'ai demandé, où l'avez-vous trouvé exactement? Tom Dillehay est un jeune anthropologue qui travaille en même temps que Jacques 5 Mars, mais à l'autre bout du continent américain. Et contrairement aux grottes de Bluefish, le site de Monteverde va tout changer. Dillehay découvre dans une tourbière une hutte en bois, des vêtements et des restes de nourriture parfaitement conservés. Il pense d'abord que le site remonte à 2000 ans. Des géologues sont venus et ont dit « Vous allez avoir des problèmes avec ce site ». J'ai demandé pourquoi. On m'a répondu « Ce genre de sol en tourbe a été retrouvé sur 40 autres sites du sud du Chili et daté au carbone 14 à 14 000 ans ou 14 500 ans. » J'ai dit « C'est impossible. Il n'existe pas d'artefacts humains aussi vieux. » Persuadé que les géologues se trompent, Dillehay fait dater les restes humains au carbone 14. La datation a confirmé 14 500 ans et je me suis dit « Oh non, bon sang, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Car j'avais vu ce que d'autres personnes avaient enduré. Pourquoi penser cela? Monteverde était un site exceptionnel avec tout ce dont on pouvait rêver. Un état de conservation extraordinaire, une solide datation et des milliers de fragments archéologiques. Mais à l'époque, la théorie de Clovis est parole d'évangile. Personne, y compris Jacques 5 Mars, n'a su convaincre les scientifiques d'une implantation avant 13 000 ans. Conscient que le monde académique ne manquera pas de s'opposer à lui, Dillehay défend farouchement ces données. On a fouillé avec d'infinies précautions. On a décidé de s'en tenir aux données qu'on avançait. Ça lui coûtera cher. 20 collègues ont signé une lettre et l'ont adressée au président de l'université, disant que je devais être renvoyé pour avoir osé évoquer un site archéologique comme Monteverde. Cette lettre prétendait aussi que je n'avais jamais eu de doctorat, ce qui est totalement mensonger. En règle générale, les recherches sur les origines humaines sont un sujet brûlant. Que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique. On dit souvent que toute revendication extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Mais ce qui est extraordinaire pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Je me répétais qu'ils aillent au diable, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils cherchent juste à défendre leur paradigme. S'ils m'attaquent, je les attaque aussi. Dillehay fait dater des centaines d'artefacts. Il étaye chaque résultat, preuve à l'appui, puis invite ses détracteurs à venir se faire leur propre idée. Il faudra attendre 30 ans pour qu'un changement s'amorce. Entre 2006 et 2012, dans notre discipline, on a clairement vu se produire un changement de théorie. Monteverde a fait voler en éclats le paradigme en vigueur, a brisé un mur, pour ainsi dire. Le site de Monteverde est un tournant. Il repousse officiellement la date du peuplement du continent américain de 13 000 à environ 15 000 ans. Les scientifiques corrigent le récit migratoire, reconnaissant que l'homme a bénéficié de la fonte des glaces et traversé le pont terrestre de Bering plus tôt qu'il ne le pensait, et qu'il s'est rendu à la pointe de l'Amérique du Sud il y a 14 500 ans. Mais les découvertes de Ciprián Ardeleán au Mexique remontent à près de 30 000 ans, soit plus de 15 000 ans avant la formation des corridors de glace.
encore plus loin que la date établie à Monteverde. Mais une nouvelle menace guette. Cette fois, ce n'est plus la guerre des cartels, mais la météo. Une tempête se lève et menace de balayer le campement. Ces vents d'une violence inouïe peuvent réduire à néant votre camp, ruiner toute la saison et vous renvoyer chez vous avec juste vos yeux pour pleurer. Cette histoire vieille de 30 000 ans risque d'être anéantie en un jour. Il faut être un peu obsédé pour continuer. Sinon, à quoi bon s'acharner d'une année sur l'autre, d'une décennie à l'autre, d'une tempête à l'autre? Le vent finit par tomber avec le coucher du soleil. Ça s'est calmé. On peut reprendre le travail. Dans les couches les plus profondes de l'ère glaciaire, Ciprian trouve 2 nouveaux os avec des marques qui pourraient être humaines. Les dégradations sur les bords n'ont rien d'anatomique. Quelque chose a abîmé cet os. Ces entailles pourraient dater de 17 à 20 000 ans. Mais sont-elles réellement d'origine humaine? Impossible de le dire avec certitude. Pour savoir exactement ce qui s'est passé, il nous faut une microscopie plus précise que cela. Et sur un spécimen nettoyé. Nous ne sommes pas dans une chasse au trésor. L'enjeu est de réécrire l'histoire de l'espèce humaine, anticiper les conclusions ou se réjouir avant d'avoir envisagé toutes les alternatives causerait de sérieux torts à la science. Ciprian se rend à Mexico pour analyser les os au microscope électronique. Ce puissant microscope peut grossir chaque entaille à un niveau atomique. Il devrait pouvoir révéler si ces marques sont d'origine humaine ou bien le fait d'un prédateur animal. Si cette entaille a bien été faite par l'homme, ce serait vraiment énorme. Nous serions à l'aube d'une révolution. L'équipe espère repérer la marque d'une pointe ou d'une lame acérée. Une ligne nette qui ne pourrait avoir été faite que par l'homme. Je vois quelque chose. C'est entré par là. Je suis presque sûr que c'est une entaille. C'est exactement la preuve qu'il nous fallait. Bien joué. It's 10 years. 10 ans ont passé depuis la découverte de Chiquihuite. Ça a ouvert la voie. Nous vivons un moment crucial. Beaucoup d'émotions. J'ai la voix qui se brise parce que... Je vais me mettre à pleurer. Mais son travail n'est pas encore terminé. Maintenant qu'on a la confirmation que les traces de découpe sont d'origine humaine, il faut procéder à la datation de cette couche, car pour le moment, on ignore encore l'âge de ces os. Ce que je pense, en me basant sur leur position par rapport aux autres strates qui ont été datées, c'est que ces os sont âgés de 20 000 ans. Mais à ce stade, ce n'est qu'une hypothèse. Une datation au carbone 14 prouverait que l'homme chassait dans les plaines du Mexique il y a plus de 20 000 ans. Les enjeux sont cruciaux. S'il peut dater l'os de 20 000 ans ou plus, la question est réglée. L'homme chassait dans les plaines du Mexique à l'ère glaciaire. Les conséquences sont immenses. Si des hommes vivaient au Mexique il y a si longtemps, ils pourraient bien avoir été dans le Grand Nord plus tôt encore. J'ai quelque chose. Venez voir.
T'en penses quoi? Impressionnant, c'est une dent. Oui. De cheval? C'est super de trouver une dent de cheval. C'est la preuve que nous sommes bien sur un site de dépôt, sans doute antérieur à 14 000 ans. Cette dent de cheval appartiendrait à une espèce propre à l'ère glaciaire. J'ai envie de continuer à fouiller au lieu de parler. Je continue à creuser. Regardez, il y a un morceau d'os qui dépasse de la paroi. C'est encourageant. Avec un peu de chance, on en trouvera d'autres en creusant. Bientôt, ils découvrent d'autres animaux de l'ère glaciaire. On trouve des fragments d'os ça et là. Même un os complet ici. Notamment d'une espèce de caribou disparu. C'est un os de pied. Pour nous, c'est bon signe. Et on espère en trouver d'autres. Un autre. Ces ossements sont-ils des restes laissés par des humains après la chasse? Lauriane, tu peux regarder? On trouve des ossements d'animaux dont l'espèce est éteinte. Des formes disparues de caribous, des races de chevaux américains et d'autres animaux qui auraient vécu à l'ère glaciaire. Là, je pense qu'on remonte environ à 20 000 ans. Ça pourrait venir d'un caribou? Oui, on peut imaginer la moelle. Le peuple Vuntut Gwitchin vivait avec les animaux. Chaque année, pendant des millénaires, ils ont suivi les troupeaux de caribous. Capable de parcourir 2400 km en une saison, l'espèce se déplace beaucoup plus loin que tout autre animal terrestre. Ils peuplaient ces grottes. Ils ont tiré parti des collines et des montagnes derrière moi. Ils ont emprunté la rivière et le ruisseau, et ça les a poussés à traverser depuis l'ouest en suivant les animaux. La tradition orale des Vuntut Gwitchin regorge de récits de fabrication d'outils, de longs voyages et de chasse aux mammouths. Un tas de raisons prouvent que des gens se sont établis ici depuis très longtemps. On sait que pendant des millions d'années, les mammifères se sont déplacés sur les zones terrestres pour passer d'un continent à un autre. Les terres étaient sèches, ils avaient de la nourriture, donc ils pouvaient traverser. Les bêtes migraient déjà d'un continent à l'autre avant et pendant l'ère glaciaire, en fonction des fluctuations climatiques. La couche de glace qui recouvrait le Canada a atteint son plus haut niveau il y a environ 20 000 ans. Mais plus on remonte dans le temps, moins 30, moins 40, moins 50 000 ans, plus les températures se réchauffent. Alors que les premiers humains étaient capables de migrer d'Afrique en Asie, on nous raconte qu'ils se seraient brusquement arrêtés pendant que les mammifères, eux, allaient et venaient. Et les humains ne seraient jamais arrivés jusqu'ici? C'est absurde. Si des troupeaux d'animaux ont traversé l'Amérique du Nord avant que la barrière de glace ne se forme, pourquoi des hommes ne l'auraient-ils pas fait? Pourquoi n'auraient-ils pas suivi leur proie? La preuve décisive pourrait être ici, au Nouveau-Mexique. Dans une zone interdite au public du parc national de White Sands, David Bustos, un garde forestier, inspecte un secteur dévasté par des vents violents et de fortes pluies. Il remarque d'énormes empreintes dans le sable. On a vu apparaître les premières empreintes dans le parc après une grosse inondation. Je me promenais et en regardant par terre, j'ai distingué ces énormes empreintes de mammouth. Je me suis dit, la vache, c'est énorme! Avec des enjambées de près de 4 mètres. C'était hallucinant. Aucun autre animal n'a d'empreintes aussi grosses. C'est vous dire leur masse. En soulevant le sable, la tempête venait de dégager une couche de gypse très ancienne, avec de nombreuses empreintes de pieds fossilisés. Ensuite, j'ai commencé à voir ce qui ressemblait à des empreintes allongées. Ça paraissait invraisemblable de découvrir des traces de pas humains à côté d'empreintes de mammouth. Disparu il y a 10 000 ans, le mammouth est l'un des nombreux mastodontes de la mégafaune.
On sait que les humains le chassaient avant son extinction, mais la question est, depuis quand? Je ne savais rien sur ce sujet. Je me suis demandé si c'était normal de voir ça ici. Intrigué par sa découverte, David Bustos contacte l'un des plus grands experts en matière d'empreintes. Je suis prêt. C'est parti. Matthew Bennett a étudié les empreintes fossilisées à travers le monde entier. Les images qu'il m'a envoyées à l'époque étaient assez intrigantes. Je n'étais pas entièrement convaincu, mais quand même très intrigué. Les empreintes se trouvent dans une zone inaccessible au public. On ne peut s'y rendre qu'en quad. Il y a 20 000 ans, White Sands était le fond d'un marais de l'ère glaciaire. Les herbes et les plantes aquatiques y abondaient. Humains et animaux venaient s'abreuver là. Et le sol argileux a conservé leurs empreintes. Des milliers d'années plus tard, l'eau s'est évaporée et le vent a formé les dunes. Désormais mis à nu, le fond du lac révèle ses secrets. J'en vois une ici. Ouais. On la retrouve là et là. Ouais. Et là aussi. Là, ce sont les orteils, le talon. C'est incroyable, regarde ça. Cette magnifique empreinte de pied humain attendait là. Alors on a laissé exploser notre joie avec des mots que je ne répéterai pas. Regarde cette ombre, on reconnaît les orteils. C'est une empreinte humaine. On l'avait trouvée. Là, c'en est une autre, avec le talon ici. Ce n'est pas souvent que je m'enthousiasme pour quelque chose. Après tout, c'est mon côté british. Mais là, c'était vraiment excitant. Une magnifique série d'empreintes. Les empreintes de White Sands font les gros titres partout sur la planète, mais laissent le monde académique perplexe. Il n'existe aucun précédent. On ne dispose d'aucune référence dans ce domaine pour pouvoir mesurer, étudier et encore moins interpréter la signification de ces empreintes. Matthew Bennett et David Bustos proposent alors à une équipe d'experts de venir enquêter sur l'origine de ces empreintes exceptionnelles. Parmi eux, Edward Joly est un archéologue natif de la région. La quantité d'empreintes est stupéfiante. Une fois que vous réalisez ce que vous observez, vous avez du mal à ne pas marcher sur l'une d'elles. C'est très émouvant d'être ici à White Sands. Le fait d'être littéralement sur la trace de mes ancêtres. Ces personnes marchaient, parlaient, s'énervaient. Elles étaient tristes et en colère comme nous. C'est une expérience très forte. Une tâche difficile les attend, dater les empreintes. Kathleen Springer et Jeff Pigatti sont membres de l'Institut d'études archéologiques des États-Unis. Ils sont là pour déterminer l'âge des empreintes. S'il existe un moyen de les dater, ils le trouveront. On a fait appel à nous pour aider l'équipe à comprendre la chronologie de cette espèce de millefeuille. On cherche à savoir à quel moment les gens et les animaux ont cohabité. Plusieurs sites dans le sud-ouest du pays documentent l'interaction entre l'homme et la mégafaune. En général, ils se situent autour de 13 000 ans. Donc avant d'obtenir d'autres chiffres, on reste sur cette valeur par défaut, ce cadre de référence. Un cadre de référence. En attendant qu'on confirme une date sûrement équivalente. Le problème, c'est de dater une empreinte de pas qui se trouve à la surface. Il faut la situer dans le temps entre ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus. Mais comme ces empreintes sont à la surface, c'est impossible. Jeff et Kathleen décident de creuser sous les empreintes et d'extraire des échantillons du sol pour les dater. Il faut voir ce qu'il y a en dessous. On va creuser une tranchée. Ils cherchent des restes d'animaux, de plantes, tout ce qui pourrait contenir du carbone. On gratte avec soin les parois par tronçons de 50 cm pour révéler les murs de sédiments. La stratigraphie consiste à identifier les différentes couches géologiques. Chaque couche de 10 cm d'épaisseur représente environ un siècle. Comprendre jusqu'où les strates remontent dans le temps n'a rien d'évident. Dans plusieurs strates, les deux chercheurs notent la présence de minuscules points noirs de la taille d'une tête d'épingle.
Des couches de graines étaient emprisonnées au-dessus et en dessous de toutes ces traces de pas. On a des empreintes un peu partout, et pas seulement à la surface. Elles devaient recouvrir une grande période de temps. Celles-ci sont oxydées. Il y a de l'oxygène dedans. Et là, regardez, ce sont des graines. Regardez cette succession de strates. Par endroits, on a trouvé des graines incrustées dans les empreintes. Les habitants évoluaient dans ce paysage et marchaient sur les plantes qui poussaient ici à l'époque. Ils marchaient au bord d'un lac. C'était un lieu à la fois humide et sec par endroits, et ces plantes qui ont besoin d'eau pour vivre poussaient dans les zones humides. Pour affiner la fourchette de temps, on date les graines au carbone 14. L'homme a marché sur ces plantes, figeant les graines dans ses pas. Elles n'ont pas bougé depuis et ont fusionné à travers les âges. Il y a plein de couches ici qu'on s'applique à décrire. Il s'agit de retrouver l'ordre de superposition pour dresser leur historique. Et plus il fouille, plus il découvre de traces. Il y a des empreintes partout. Attendez que je vous montre. Oh ouais, il y a un mammouth juste ici. Mon Dieu. Avec plein d'empreintes humaines autour. Elles sont sous la surface. Les empreintes humaines se mélangent à celles des animaux. Strate après strate, l'équipe remonte le temps. Et la plupart des empreintes contiennent de la matière organique susceptible de les dater. Ce n'était pas qu'un instantané figé dans le temps. Nous sommes tombés sur plusieurs couches superposées, où la mégafaune se trouve aux côtés des empreintes humaines. On a mis au jour des empreintes de mammouth à 1 mètre au-dessus des traces de pas humains, sachant qu'il y avait aussi des empreintes de mammouth en dessous. Cette stratigraphie prouve que depuis des milliers d'années, l'homme a côtoyé la mégafaune. Au bout d'une semaine de fouilles, ils en sont à 1 mètre de profondeur et les empreintes n'en finissent pas d'apparaître. Personne n'a jamais rien vu de pareil. Ce qui frappe, c'est l'incroyable quantité de trajectoires. Des dizaines de milliers de pistes s'entrecroisent. On pourrait carrément s'amuser à remonter le temps comme des enquêteurs et suivre à la trace les animaux et les humains sur de vastes étendues. L'équipe devra patienter des semaines avant d'avoir les résultats de la datation des petites graines. Mais entre-temps, les traces du passage d'une énorme bête apparaissent dans le sable. Beaucoup d'empreintes d'animaux trouvées dans la nature sont rondes, surtout celles des prédateurs. Le bison, par exemple, a une empreinte arrondie, le chameau aussi. L'homme, en revanche, a une empreinte de pas allongée, le paresseux géant aussi. Les empreintes de paresseux sont phénoménales. Mesurant 3 mètres de haut et pesant 1 tonne, le paresseux géant était l'une des plus étranges créatures de la mégafaune terrestre. Il passait son temps à se nourrir de plantes et à parcourir les prairies en quête d'eau. Il était puissant, mais très lent. Une proie facile pour les chasseurs. Il suffit d'observer les empreintes pour qu'elles prennent vie. Leur moindre mouvement les rend étonnamment réelles. Elles ravivent l'histoire. On se croirait dans un polar. On devine que quelqu'un a marché pas à pas sur les traces du paresseux, qu'il a traqué, harcelé ce paresseux, qu'il l'a poussé à bout pour qu'il se retourne sur ses pattes. Toute cette agitation est restée photographiée dans le sol. Quand on se met à réfléchir aux interactions entre les humains et les paresseux, et avec toute cette faune aujourd'hui disparue, on a comme l'impression d'être dans un film. Ces traces donnent un aperçu unique de la période où les hommes cohabitaient avec ces mastodontes. Mais à quoi ressemblait vraiment leur monde? Et comment cela nous aide-t-il à comprendre le déplacement des humains entre les 2 continents? La réponse se trouve peut-être à 7000 km de là, au Brésil, où sont menées de nouvelles recherches. Thaïs Pansani est une paléontologue brésilienne qui se consacre à l'étude du paresseux géant et de ses relations à l'homme. Toute la mégafaune me passionne, mais l'animal que j'aime le plus, c'est le paresseux géant. L'interaction entre l'homme et la mégafaune, c'est un sujet qui me captive. Le paresseux géant est apparu en Amérique du Sud il y a 30 millions d'années. On a peu d'informations sur sa rencontre avec l'homme.
Pour tenter de résoudre ce mystère, Thaïs Panzani étudie minutieusement des ossements de paresseux découverts sur un site du centre du Brésil dans les années 80. C'était un défi, car cette mission intégrait beaucoup d'archéologie. Or, je ne suis pas archéologue. Mais comme c'était passionnant, j'ai accepté et je me suis plongée à fond dans le sujet. La collection compte 8000 fragments. Il s'agit pour la plupart d'ostéodermes, des petits os incrustés dans la peau sous la fourrure du paresseux et qui formaient une armure. Quelle meilleure défense pour un animal aussi lent! Or, dans une boîte classée à 27 000 ans, la paléontologue trouve plusieurs osselets qui se distinguent des autres. Ici, ce sont 3 ostéodermes de paresseux géants qui semblent avoir été perforés et polis. L'hypothèse, c'est qu'une personne a fabriqué cet objet. Ce n'est pas naturel. Les hommes auraient-ils taillé ces os minuscules pour en faire des ornements ou des bijoux? Personne n'a encore mené de recherche approfondie sur ces objets. Aussi, je commence par me poser 2 questions essentielles. Ces objets décoratifs ont-ils bien été façonnés par l'homme? Et qu'est-ce qui prouve que leurs modifications ont été faites sur des os et des carcasses fraîches? Si la paléontologue a raison, l'homme se trouvait donc au centre du Brésil il y a 27 000 ans, au moment même où Cyprian Ardelean le repère au Mexique. Ce serait une preuve supplémentaire que les humains ont franchi les glaciers bien plus tôt que nous le pensions. Les petits osselets proviennent du site de Santa Helena, au Brésil. Ce sont les époux Denis et Agueda Vialou qui l'ont découvert en 1984. Archéologue brésilienne, Agueda est spécialiste des outils paléolithiques. Un niveau ici extrêmement joli de 5000 ans. Là, nous sommes en train de marcher sur le niveau de 27 000 ans. Nous avons relevé, analysé environ 1000 représentations. Denis Vialou est un spécialiste français reconnu de l'art préhistorique. Un ensemble comme celui-ci est relativement rare. Le site de Santa Helena se trouve à l'ombre d'une immense falaise dont la paroi est couverte de dessins à couper le souffle. Des figures humaines, des animaux et de mystérieux symboles géométriques. Parce que ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui fait la pensée. Si on s'intéresse aux représentations peintes, on va, à ce moment-là, transpercer, pénétrer dans l'inconscient de l'homme qui a fait ces dessins. Abondamment fouillé pendant 20 ans, le site révèle à chaque couche des vestiges d'occupation humaine. Vêtements, outils, habits de cérémonie. Le couple Vialou est formel. Le site couvre une période de 2000 ans à 27 000 ans en arrière. 27 000 ans par 3, voilà la recherche, 3 méthodes de datation qui prouvent vraiment cette ancienneté. Donc la Santa Helena est exceptionnelle. Il y aurait donc eu au cœur de l'Amérique du Sud une occupation continue durant 25 000 ans. Le Mato Grosso formait une oasis unique, épargnée par les glaces. C'était un microclimat tempéré, contrairement aux paysages alentours. Santa Helena n'a subi que peu de transformations sur des dizaines de milliers d'années. Le site devait être un abri sûr pour les humains comme pour les animaux. Les Vialou ont même trouvé des preuves de cohabitation de l'homme avec le paresseux géant à différentes périodes. La mégafaune avec l'homme. C'était pas un achat fortuit, tout ça. C'était l'animal était là, comme ça. Et nous avons trouvé la partie antérieure de cet animal. Donc vraiment les crânes, des vertèbres et quelques os longs. Nous avons trouvé quelques ostéodermes tout petits. Nous avons trouvé 3 qui ont été transformés. Transformés, pourquoi? Je ne sais pas. En 2011, le couple publie ses conclusions. C'est le premier et le seul site de toute l'Amérique dont l'occupation continue pendant 25 000 ans est prouvée. Mais comme pour les grottes de Bluefish et Chiquihuité, la question des dates reste à établir. Le problème, c'est que beaucoup de ces sites sont des grottes. Ça pose des difficultés de conservation avec des sédiments qui entrent, qui sortent, mais aussi des difficultés de datation des outils en pierre et un manque de culture de matière organique plus facile à dater.
Il va falloir que nos collègues d'Amérique du Sud au Brésil nous convainquent directement, pas seulement à travers leurs publications, que c'est une vérité à laquelle il faut prêter attention. Oui, il y a eu, comment dirais-je, des interrogations faites sur ces datations. Quelle est la valeur physique de ces datations? 20 ans plus tard, Thaïs Panzani braque de nouveau les projecteurs sur Santa Elina. Elle a passé les 4 dernières années à analyser les minuscules ostéodermes au microscope électronique. Je vois énormément de choses prouvant que cet objet a été façonné par l'homme. C'est magnifique. Si elle parvient à prouver que ces fragments ont été modifiés peu après la mort de l'animal, cela indiquera clairement une présence humaine il y a 27 000 ans. La longue occupation du site ne lui facilite pas la tâche. Elle doit démontrer que les humains qui y vivaient plus récemment n'utilisaient pas que de vieux os de paresseux fossilisés pour fabriquer leurs bijoux. Pour ce faire, elle se sert des outils en pierre trouvés à Santa Elina pour percer des trous dans un os de tatou, seul mammifère contemporain muni d'ostéodermes. Elle tente de retrouver la technique que les hommes appliquaient sur les ostéodermes du paresseux géant il y a 27 000 ans. Vous voyez, c'est faisable. Thaïs va alors montrer le fruit de ses recherches à Agueda Vialou, l'une des premières personnes à avoir fouillé Santa Elina. En plus de la structure de la perforation en elle-même, on distingue quelques marques, quelques cicatrices. On les voit ici. Ces images, elles sont vraiment très parlantes. Il a fait des analyses très poussées, très profondes. De quoi s'agit-il? Celle-ci provient de la pièce référencée 63-68, celle qui est plus ronde et qui porte la marque en V, comme si ça avait été fait pour être suspendu. Depuis que les Vialou ont trouvé ces bijoux, on suppose qu'ils ont été modifiés par l'homme pour être portés comme pendentifs. Cette image est spectaculaire, car elle montre le sens d'orientation du grattage jusqu'à l'orifice. Il est très travaillé. Ça n'a rien de conventionnel pour un ostéoderme. On distingue même les petites marques laissées par la pression de l'outil. Là, la preuve, elle est extraordinaire parce qu'on voit des traces de ces ostéodermes. Quelques-uns auraient pu être transformés par l'homme. La microfluorescence du microscope électronique à balayage révèle que toutes ces transformations ont été faites par l'homme sur des os frais, lors d'une interaction contemporaine avec le paresseux géant il y a environ 27 000 ans. Tu arrives, tu aboutis à un résultat excellent. Bravo, bravo. Avec ces résultats, on a une preuve supplémentaire montrant toute l'importance de Santa Elina. Le site de Santa Elina, au centre du Brésil, est un indice supplémentaire que les hommes seraient arrivés des millénaires plus tôt, avant la formation de la barrière de glace. L'homme ne peut pas être vraiment là, il y a 27-30 000 ans, s'il n'est pas du tout quelque chose qui est venu avant. Je m'efforce de produire le meilleur travail possible, mais je m'attends aussi à entendre des critiques, car je sais que certaines personnes n'y croiront pas. C'est regrettable, car la science ne nous demande pas de croire aux choses, mais de les découvrir. Cette constellation de sites invite à réécrire les livres d'histoire, du sud du Chili au cœur du Brésil, du Mexique au Yukon tout au nord. Mais l'histoire officielle ne changera pas tant que la communauté scientifique ne sera pas convaincue à 100%. Dans le domaine des sciences, vouloir changer un paradigme oblige à se surpasser. En archéologie, cela implique que toutes les données doivent converger et s'assembler afin de présenter une histoire parfaitement cohérente sur l'âge et sur la signification d'un site. Et c'est une chose très difficile à faire. Pour l'heure, la thèse de l'arrivée des hommes en Amérique du Nord il y a moins de 15 000 ans continue de prévaloir. Le message que Cyprien Ardelean s'apprête à lire pourrait changer la donne. La datation des entailles sur les os qu'il a trouvées vient de tomber. Va-t-elle établir qu'elles sont de la main de l'homme il y a plus de 20 000 ans? Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. This is not good. C'est pas bon.
No, this is not good. C'est pas bon du tout. They didn't work. Ça n'a pas The marché. samples didn't work. Les échantillons n'ont pas pu être datés. I thought that should date Je to pensais qu'ils remonteraient au maximum glaciaire, something like 20. une date autour de 22 ou 23 000 ans. So that was at stake. C'était with ça l'enjeu. these dates. Exposés à l'eau depuis des milliers d'années, les fragments d'os ont perdu toute trace de collagène, indispensable à la datation au carbone 14. I cannot prove Je ne it. peux rien prouver, I cannot donc publish. rien publié. À White Sands, au Nouveau-Mexique, les graines trouvées autour des empreintes de pas ont également été envoyées pour être datées au carbone 14. Cette fois, les résultats sont là. The oldest known human footprints in North America have been discovered in New Mexico. Scientists identified approximately 60 fossilized footprints. Recent study detailing what archaeologists believe are the oldest known footprints in the United States is sparking new questions and upending long-held assumptions. Elles ont entre 23 et 21 000 ans. C'est dire si elles sont anciennes. En apprenant ça, on est resté bouche bée, stupéfait. Oui. Ça nous a projeté 8 à 10 000 ans avant Clovis. Oui. Et peut-être 5 à 7 000 ans avant la plupart des sites pré-Clovis. Des hommes ont vécu ici avant le dernier maximum glaciaire. L'élément clé, c'est cette énorme barrière de glace. En fait, ils étaient ici avant cette barrière. Ça bouleverse toute l'histoire du peuplement des Amériques. Ça change tout. C'est un tout nouveau paradigme. On ne peut plus nier que ce sont des empreintes humaines. Tout porte à croire que ce sont les traces d'hommes qui vivaient au Nouveau-Mexique lors du dernier maximum glaciaire. Les gens finiront par s'y faire. La datation des graines de White Sands est sans équivoque. Ce sont des centaines d'échantillons qui étaient en contact direct avec les empreintes. La preuve est irréfutable. L'homme se trouvait bien là, au cœur du continent, il y a plus de 20 000 ans. Je n'avais jamais anticipé ni ne m'étais préparé à cela. Et j'ai toujours l'impression de ne pas y être vraiment prêt. Dire que ces hommes avaient au moins 2 fois l'âge que je croyais, c'est tout bonnement époustouflant. Nous allons devoir nous remettre au travail pour essayer de comprendre comment ces empreintes ont pu exister à une époque aussi reculée. Il semble que l'homme ait été en Béringie avant que les couches de glace ne se rejoignent et fusionnent, en refermant les couloirs de passage. Il est donc possible que l'homme ait migré par l'un de ces corridors avant le dernier maximum glaciaire. Tout l'intérêt du site de White Sands, c'est d'avoir réveillé les archéologues américains. C'est un moment charnière. Et je pense que dans les 10 ans à venir, de nombreux changements se produiront. Tu t'assois à l'avant, Bonnie? Je veux bien. Cela fait une éternité que les peuples indigènes racontent qu'ils vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux et qu'ils ont un lien profond avec ces lieux que peu de gens peuvent revendiquer. White Sands valide tout ce que les peuples indigènes savent depuis longtemps et répète à qui veut l'entendre, mais auquel personne n'a vraiment prêté attention. C'est incroyable de pouvoir répondre « Vous voyez, on vous l'avait dit ». Bonnie Leno et Kim Charlie sont 2 sages dont les ancêtres ont vécu et chassé au Nouveau-Mexique depuis des millénaires. L'histoire orale pourrait faire la lumière sur ces anciens peuples. Nous faisons partie de la tribu Pueblo, plus précisément les Pueblos d'Acoma. David Bustos m'a contacté et m'a dit qu'ils avaient trouvé des traces de pas. Ce sont des empreintes de mammouth, d'humains. Voilà. Allez. Parfait, on peut y aller. Pour les Amérindiens, quand on va quelque part où l'on sait que des anciens ont vécu, il faut toujours demander la permission. Dans un endroit comme celui-ci, il faut venir le cœur ouvert et sincère. C'est vrai. Cela permet d'entrer en connexion avec les esprits encore présents sur les lieux, car on sait qu'ils sont toujours là. Ah, David. Comment tu vas? Ça va. Salut Mathieu. Bonjour. Peu de temps après l'arrivée de Bonnie et Kim à White Sands, l'équipe fait une découverte extraordinaire.
Au fond de la tranchée, une nouvelle couche vient d'être dégagée qui n'a pas encore été datée. Descends jeter un œil. Il y a de superbes empreintes d'enfants ici. C'est vrai? Des enfants d'1 an ou 2. On a trouvé d'autres empreintes de pas. Elles attestent qu'on a vécu ici il y a vraiment longtemps. Elles se sont incrustées dans le sol et ensuite fossilisées. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. C'est à couper le souffle. On pense à ses propres enfants. Ces traces de petits orteils sont si touchantes. Elles donnent envie de fondre en larmes. Merci de m'avoir permis de les toucher. Tu te rends compte? Des gens vivaient ici. Oui, il y avait de la vie ici. On a trouvé des preuves de la présence d'au moins 2 enfants, dont le plus jeune n'avait peut-être qu'1 an, vu la taille. Et puis, il y a toutes ces empreintes superposées. On peut très bien recréer la scène. Imaginer un parent tenant son bébé pour l'aider à faire ses premiers pas hésitants et devenir un petit enfant. C'est très émouvant. J'ai trouvé une autre empreinte. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh mon Dieu, regardez ça. J'ai dégagé toute la terre et j'ai vu quelque chose. Des traces de pas partout. Il est probable que des centaines de générations sont passées par ici. Mais d'où venaient-elles? Et où allaient-elles? La réponse se trouve peut-être dans un récit qu'ils se transmettent depuis toujours. L'histoire de nos migrations sont transmises de génération en génération. Des milliers d'arrière-grand-mères et d'arrière-grands-pères ont foulé ce sol. La route dont on parle vient droit du nord et mène directement à White Sands. C'est la même voie d'accès qui vient du nord et se poursuit comme ça tout du long jusqu'au Mexique. Et ainsi de suite. White Sands est le site parfait. Il contient tous les ingrédients pour changer la donne. Il montre qu'en tant qu'espèce, nous sommes arrivés sur le continent des milliers et des milliers d'années avant ce que le paradigme actuel soutient. Cyprien Ardelean ne peut résister à l'envie de voir les empreintes de pas. Il parcourt les 2000 km qui le séparent de White Sands pour en avoir le cœur net. C'est très important pour moi de faire toute cette route jusqu'ici, pour voir les empreintes. Je suis très ému d'être là. Je ne crois pas qu'il existe sur tout le continent un autre site déjà découvert et qui ait un tel pouvoir. On marche littéralement sur des sédiments datant de l'ère glaciaire. Pendant des milliers d'années, ils ont été exposés au vent et ont formé ces dunes. Ça me laisse sans voix. Des milliers de dunes partout. Cela veut dire qu'au plus profond du maximum glaciaire, ce lieu désertique était habité. Des hommes vaquaient tous les jours à leurs occupations, à leurs tâches. Et je ne parle pas ici d'une vie nomade. Ils ont été sédentaires ici. L'archéologie et les traditions orales éclairent le parcours des peuples de l'ère glaciaire, allant sur des milliers d'années du nord jusqu'en Amérique du Sud, en passant par White Sands et le Mexique. Mais le début de cette histoire reste une énigme. Cyprien Ardelean espère que les deux sages pourront l'aider à comprendre ses propres découvertes. Nos ancêtres nous montrent la voie. Quand vous venez ici, ils savent que cela vient du cœur. En retour, ils nous guident. Comme s'ils vous permettaient de les découvrir. Tout à fait. Je ressens exactement la même chose quand je suis sur un terrain. Et d'une certaine façon, c'est comme ça que je pense avoir été guidé jusqu'à la grotte que j'ai trouvée au Mexique. C'est pour ça que je suis ici.
C'est un voyage initiatique. Quel serait le lien entre ce qu'on a ici, ce que vos ancêtres vous ont enseigné, et ce que j'ai trouvé là-bas? Nos récits migratoires se connectent. Nous avons toujours voyagé, marché. Partir et revenir. Tout à fait. Et toutes ces traces se superposent les unes aux autres. C'est vrai, absolument. Depuis des milliers d'années. Nous sommes arrivés par le nord et nous avons migré vers le sud. D'après le récit de notre passé, notre peuple est allé jusqu'en Amérique du Sud. Maintenant, je me sens vraiment motivé pour aller au Brésil. Je veux voir les objets archéologiques provenant de ces sites brésiliens. J'ai le sentiment que ces outils en pierre ont un rapport plus ou moins direct avec mes grottes au Mexique. Cipriane se rend à l'université de Sao Paulo, au Brésil, où est conservée la collection des vestiges de Santa Helena, soit 8000 pièces à examiner. Il se concentre sur le matériel issu des couches les plus anciennes, entre 23 et 27 000 ans. Tout comme les outils de la grotte de Chiquihuité, au Mexique, ils sont en calcaire. Mais les similitudes vont bien au-delà. Je pensais bien qu'en venant inspecter les objets découverts à Santa Helena, je trouverais une sorte de parenté technologique. Mais j'ai aussi identifié des formes que l'on retrouve aussi bien à Santa Helena qu'à Chiquihuité. Il y en a plusieurs ici. Je les observe en me disant « Mon Dieu, on dirait que ça vient de ma collection ». Je suis complètement abasourdi. J'ai l'impression de revoir tout Chiquihuité. Au bout de 2 jours d'un examen attentif, Cipriane contacte les Vialous pour leur faire part de ses observations. Je savais que Santa Helena était le site parfait, mais sincèrement, je ne m'attendais pas à y trouver un tel degré de similitude. Mais, voyons. Quand j'ai découvert ce fragment, je me suis exclamé « Mon Dieu, quelle lame phénoménale !» C'est exactement ce que j'ai trouvé à Chiquihuité. Non, non, ça c'est Santa Helena seulement. C'est quoi? Jetez un coup d'œil à ça. J'ai beaucoup de points transversaux. Ah oui. Non seulement les lames et les grattoirs présentent la même forme, mais ils semblent avoir été fabriqués avec les mêmes techniques. Remarquable. Ils obtiennent la symétrie de la pointe en écaillant les bords. C'est une technique récurrente. C'était on appelait toujours des micro-retouches. Ils comparent chaque lame, chaque outil. C'est intentionnel. C'est intentionnel. D'importance inégale, plusieurs détails techniques coïncident. La partie longue est perpendiculaire sur l'extraction. Et finalement... Finalement encore? Les pièces concaves. Spectaculaire. Si ces parentés sont réelles, sont très fortes, ce qui est là est fantastique. Ici, j'ai redécouvert les mêmes types d'outils qu'à Chiquihuité. Ce n'est pas une vague ressemblance. Il s'agit probablement de la même culture. Non, mais avec cette distance. Oui. Vraiment, hémisphère nord et centre de l'Amérique du Sud. Des sites similaires ne veulent pas nécessairement dire qu'on est en présence de la même tribu, ni du même peuple, mais de la même culture, car leurs outils sont fabriqués de la même manière. En y regardant de plus près, des indices apparaissent qui éclairent la façon dont ces peuples anciens ont pu se déplacer à travers le continent et à quel moment. J'ai aussi relevé une chose très intéressante. Ces comportements s'établissent d'abord ici, dans le sud. Puis les hommes se sont déplacés vers le nord et s'y sont installés plus longtemps. Et si les techniques de fabrication des outils observées par Cipriane provenaient du sud avant d'avoir été améliorées au nord, cela ne serait-il pas le signe d'une migration du sud vers le nord? Une telle découverte bouleverserait une fois de plus les paradigmes établis. C'est un tournant. Pas seulement pour moi, mais pour la préhistoire américaine. J'en ai vu plus que je ne l'espérais. Oui, moi je suis surprise aussi de cette conjonction. Hein. Si les preuves trouvées à Santa Helena sont avérées, elles feront voler en éclats les modèles génétiques et archéologiques de référence.
Si l'on peut établir qu'on a fourni des preuves sans équivoque de la présence d'humains primitifs il y a 30 000 ans en Amérique du Sud, alors ça va vraiment tout changer. L'idée qu'il y ait un point d'entrée unique au nord du continent se complexifie et fait désormais l'objet d'un débat. Et si on envisageait différents points d'entrée au même moment sur tout le continent? Des hommes migrant vers le nord, d'autres vers le sud, d'est en ouest. C'est ce que l'homme fait partout dans le monde. Et la voie maritime? Ce sont toutes ces possibilités qui rendent l'archéologie passionnante. Il n'y a aucune raison de croire que les humains d'il y a 20 000 ans n'avaient pas de bateau. Ils ont peut-être voyagé d'île en île. On sait que lors des derniers milliers d'années, des navigateurs ont certainement colonisé les îles du Pacifique. Ils disposaient d'une technologie maritime incroyablement avancée. Il n'y a aucune raison de sous-estimer les peuples indigènes. Jusqu'ici, j'avais une vision étroite des choses. Pour moi, tout était en lien avec le pont terrestre de Bering. J'ai accepté de changer de perspective et je suis entré en contact avec des archéologues et des peuples autochtones. Je suis beaucoup plus disposé que je ne l'ai été à considérer les choses différemment. On reviendra l'année prochaine. On reprendra là où on s'est arrêté. On étendra les fouilles jusqu'à cet abri sous la roche. Et on creusera encore plus profond. Je suis très heureuse de poursuivre cette mission. J'espère arriver à donner raison aux travaux de Jacques V-Mars et à l'histoire revendiquée par le peuple Vuntut Gwitchin. Voilà, c'est l'endroit idéal. On va s'asseoir ici et honorer nos ancêtres. Aucune date n'est trop tôt ou trop tard. On doit garder l'esprit ouvert pour essayer de comprendre le passé. Sinon, on ne le connaîtra jamais. Il faut trouver l'équilibre entre ouverture d'esprit et scepticisme. Pour être un bon scientifique, il faut faire preuve des deux et ne pas laisser l'un prendre le dessus sur l'autre. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour l'archéologie préhistorique. La réécriture de l'histoire de l'humanité ne fait peut-être que commencer. Quand j'ai commencé, je cherchais les hommes les plus anciens, les premiers. Je vais devoir abandonner tous les superlatifs. L'Amérique, du nord au sud, de l'Alaska à la Terre de Feu, regorge de sites attestant d'une présence humaine très ancienne. Bien plus ancienne qu'on ne l'imaginait jusqu'à présent. Restons ouverts à tout ce que la science présente. N'arrêtons jamais de fouiller. Remettons en question le paradigme actuel. Creusons toujours plus profond. Il y a peut-être des hommes là-dessous. On ne peut plus parler de plus ancien, ni de tout premier.